Écoutez, la liberté n'est pas oisiveté, c'est un usage libre du temps, c'est le choix du travail et de l'exercice. Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Nous sommes les derniers hommes libres. Je suis bien content d'être venu. Quelle aventure! L'aventure, encore et toujours. L'appel du large sur la proue, le visage frappé par les embruns. L'aventure, c'est toujours du haut du mât, duquel on peut voir surgir une terre inconnue ou un groupe de frégates ennemies. Fils de la côte du vent, côte du sable ou bien sûr côte d'opale, il figure parmi la liste des grands. Un géant des océans, un indomptable loup des mers, qu'aucun ennemi n'arrivera à enchaîner. Il s'agit bien sûr de Jean Bart. Comprenez-vous? Dunkerquois de l'Éternel, Jean Bart naît le 21 octobre 1650, dans une cité qui appartient alors au comté de Flandre. Malgré la tenace légende quant à ses origines modestes, faisant du marin un rustre sans éducation, Jean Bart n'est pas né dans une maigre chaloupe de pêcheurs. Second des 8 enfants de Jean Cornille Bart, son père est un navigateur aguerri. Sa mère, Catherine, est aussi de la partie, puisqu'elle est la fille du corsaire Henri Janssen. Et même son aïeul, Cornélie Véhus, combat comme corsaire pour l'Espagne contre les Hollandais durant la guerre de 80 ans, tandis que son grand-oncle, Jan Jacobsen, refusera de se rendre en se faisant sauter sur son navire en 1622. Bref, dans la famille Bart, la mer on connaît bien. On pense marine, on vit au large, on respire le frimas de l'océan. Durant les premières années du Mousse, Jean Bart voit sa ville natale être le terrain d'affrontement des grandes puissances européennes d'alors. En 1652, Dunkerque tombe aux mains des Espagnols, alors maîtres des Provinces-Unies voisines. Le 23 juin 1658, Turenne, l'un des plus illustres militaires de Louis XIV, reprend la ville lors de la bataille des Dunes. Le roi Soleil entre dans la ville le soir même. La cité devient définitivement française en 1662. Cette même année, à même pas 12 ans, Jean Bart sent l'appel du large. Il devient mousse sur un navire de contrebande et le protégé de son capitaine, Jérôme Valbué, dont l'instruction et les conseils paternels lui seront précieux pour forger son destin de navigateur. À 16 ans, Jean perd le paternel, le vrai cette fois, au service des Hollandais, dans une attaque de navire anglais. La rancune contre l'Anglois est scellée par la poudre. Jean Bart s'en souviendra pour toujours. Il devient matelot d'un navire hollandais, les 7 provinces, sous les ordres de l'amiral Michel de Ruyter. Auprès de lui, Jean Bart participe à son premier coup d'éclat, le raid sur la Midway. Du 9 au 14 juin 1667, les navires néerlandais brisent les chaînes bloquant l'accès à la Tamise. Tel un rouleau compresseur, la flotte brûle les navires de commerce, les flibustiers prennent les villes de Sheerness et de Chatham, en envoyant par le fond pas moins de 10 navires de la Royal Navy, avant de s'emparer du réputé bâtiment Royal Charles, fierté des Anglois. Une victoire qui fit mouiller la culotte des mangeurs de gelée et permit à la Hollande de remporter la seconde guerre anglo-néerlandaise. Le jeune Jean s'illustre parmi les fiers corsaires. Son capitaine, reconnaissant, lui confie le commandement d'un brigantin, le Canard doré. En 1672, la France affronte désormais la Hollande. Jean Bart entre au service du roi Soleil. Il devient le commandant du roi David, galiote armée de 2 canons. C'est le début de la guerre de course. Première prise du Dunkerquois en avril 1674. Un dogre hollandais. Entre-temps, les Anglais font la paix avec les Hollandais, devenant de facto ennemis du royaume de la Fleur de Lys. En 2 ans, Jean Bart s'illustre avec 22 prises de navire. Plus rien ne l'arrête. De retour dans sa ville natale, il épouse Nicole Goutier. Il a 25 ans. En plus d'une dot confortable, il reçoit l'Espérance, une frégate de 10 canons. Dans la course à la prise de butin, il additionne les victoires la même année en capturant 20 navires. Toujours en 1676, le capitaine Jean Bart devient une vraie terreur des mers. Capture de 10 buses, des 3 mâts servant à la pêche au hareng en mer du Nord, et une frégate de 12 canons. Capture de toute une flotte marchande du côté d'Ostende, et en septembre, il parvient, seul, à s'emparer d'un bâtiment hollandais de 36 canons. Rien que pour cette année de 1676, le Jeannot affiche 17 prises. Pas mal. Un tableau de chasse qui commence à attirer l'attention d'un certain Colbert, alors ministre de la Marine royale de Louis XIV. L'année suivante, Jean Bart est à la tête d'une flottille de 6 navires,
et commande la Palme, frégate de 24 canons, puis le Dauphin, autre frégate de 14 canons. Les prix s'accumulent à nouveau. L'intraitable jeune loup est une vraie fureur des mers. Rien ne l'arrête. Malgré de graves blessures aux mains et au visage suite à une importante explosion, lors de l'abordage du Chiedam, au large de l'île de Texel, en juin 1678, Jean fait remorquer son trophée jusque Dunkerque. Il remis de ses blessures, il repart à l'assaut, à bord du Mars, tel un dieu de la guerre sur la vague. Le 10 août, la paix de Nimègue est signée, la France l'emporte définitivement sur la Hollande. Pour ses exploits, notre corsaire rejoint la marine royale, recommandé par le grand maréchal de France, Sébastien le Preste de Vauban, et nommé par le roi en personne, lieutenant de vaisseau, en 1679. Belle nomination, mais la France victorieuse après avoir fait taire l'anglois et les hollandais est désormais sans ennemis. Que faire? Qu'à cela ne tienne, l'appel du large est plus fort que tout. Jean Bart fait route en 1681 avec 3 frégates en direction de la Méditerranée. Les pirates barbaresques qui foutent le Foiridon depuis quelque temps vont connaître la poudre du Dunkerquois. À bord de la Vipère, le marin est d'une telle efficacité qu'une trêve est rapidement signée. Mais le malheur rattrape notre capitaine, qui perd quelques mois plus tard, coup sur coup, les femmes de sa vie. Sa mère, sa fille et sa femme Nicole. Le coup est terrible. Mais pour ne pas se laisser aller au chagrin, Jean Bart reprend sa course. En 1683, alors que la France affronte désormais l'Espagne, l'illustre matelot en remet une couche. Capture d'un vaisseau espagnol transportant 350 hommes de troupes, qu'il ramène à Brest. Prise de 2 vaisseaux près de Cadix. Charles II d'Espagne est rapidement acculé, la trêve est vite signée. Débute en 1688 la guerre de la Ligue d'Augsbourg. La France, alliée au Danemark et à l'Empire ottoman, a face à elle toutes les grandes puissances européennes. Jean Bart va à nouveau s'illustrer. En compagnie d'un autre grand officier de marine, Claude de Forbin, notre corsaire Jean Bart quitte Dunkerque en 1689 pour escorter des convois. Les compagnons remportent une première victoire, mais au large de l'île de Wight, ils sont pris en chasse par 2 bâtiments anglois de 50 canons chacun. Les rapides mais bien moins importantes frégates des compères ne font pas le poids. Se rendre alors? Que nenni! Les 2 baroudeurs foncent sur l'ennemi. Malgré le panache français, la force des canons anglois est trop grande. Ils sont faits prisonniers et envoyés dans le port de Plymouth. Le coup d'arrêt de cette grande histoire? Bien sûr que non. Avec la complicité d'un matelot et malgré leurs blessures, ils parviennent à limer les barreaux de leur geôle. Profitant de l'ivresse fort prononcée d'un batelier norvégien, ils attendent la nuit pour subtiliser un canot après s'être faufilés en dehors de la prison grâce à leurs draps. Accompagnés de 2 mousses, ils traversent la rade de Plymouth au nez et à la barbe de 20 vaisseaux anglois. À la question « Où va la chaloupe ?», Jean répondit avec assurance « Fisherman, fisherman !» Il ne fallut pas moins de 2 jours à nos évadés pour traverser la Manche à la rame et arriver près de Saint-Malo. Paris gagné, Anglois berné. Pas mal, non? C'est français. Remis de sa rocambolesque évasion, Jean Bart est nommé capitaine des vaisseaux du roi en 1689. Il se remarie en secondes noces avec Jacqueline Tugg la même année. Toujours aussi aguerri, l'infatigable écumeur des mers repart vers le large. À la barre de la frégate l'Alcyon, il prend part à la bataille du cap de Bévesier, le 10 août 1690, aux côtés de l'amiral de Tourville. Tandis que les Anglois perdent une dizaine de vaisseaux, les Français n'ont absolument aucun navire coulé. Dans les dents. J'appelle ça la France, mademoiselle. Prenant le contrôle de la Manche, Tourville manquera d'audace en refusant de poursuivre la flotte anglaise qui va se terrer dans la Tamise. Entre-temps, le grand projet de Jean Bart se concrétise enfin. Alors que notre corsaire avait proposé de ruiner le commerce des Hollandais en mer du Nord, une escadre lui est confiée par le département de la Marine. Le bougre se lance à l'assaut des navires de commerce hollandais. En 3 ans, Jean Bart et ses braves parviennent à détruire 150 bus hollandaises. Plus qu'une légende, c'est désormais un marin français redouté, ce qui lui vaut le sobriquet de Maxima Pirata. Surnom bien mérité, notre Jean continue sur sa lancée, encore et toujours. Les Anglais veulent se venger de l'Intrépide en venant bloquer le port de Dunkerque. Ils alignent 40 vaisseaux en rade de la ville, empêchant toute sortie. C'était sans compter sur la finauderie de notre gaillard. Après 15 jours d'attente, Jean Bart prend la tête de 7 frégates et parvient à berner l'ennemi en pleine nuit. Au large, il prend 4 navires de marchandises et 2 d'escorte. Après avoir mis ses prises au frais dans un port norvégien, il pousse l'affront en faisant quelques razzias sur les côtes d'Écosse, pillage d'un château et de 4 villages. À Versailles, les exploits du marin sont sur toutes les lèvres. Il y est convié par le roi en 1692. Mais les mœurs et l'étiquette de la cour ne sont pas pour lui. 2 ans plus tard, on le charge d'une mission d'importance, rendre le blé aux Français.
Alors que les puissances de la Ligue d'Augsbourg organisent un blocus commercial, le prix de la principale denrée des Français grimpe plus vite qu'un mousse sur son mât. Alors que Louis XIV achète plus d'une centaine de navires norvégiens chargés de blé, le convoi est capturé par des vaisseaux hollandais. Il n'en faut pas plus à notre Jean pour voir rouge. Ne disposant que de 7 vaisseaux, bien inférieurs à ceux de l'ennemi, Jean Bart, fidèle à son panache, se rue sur les mangeurs de mimolette. Le combat est acharné, mais les Français récupèrent les navires à grains. La nouvelle de la victoire fait chuter les prix, et on dira de notre grand marin, il sauva la France et lui donna du pain. Le roi lui décerne la croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis et l'anoblit. En lui faisant parvenir ses quartiers de noblesse en août 1694, Louis XIV dira « De tous les officiers qui ont mérité d'être anoblis, il n'en trouva pas qui s'en soit rendu plus digne que son cher et bien-aimé Jean Bart. » Malgré l'âge, notre capitaine ne cesse d'ajouter des exploits à une liste déjà bien longue. Défense de Dunkerque en 1695, alors que les Anglais bombardent les places fortes. Jean Bart parvient par des tirs d'artillerie d'une rare précision à les renvoyer dans leur île. L'année suivante, à bord de sa frégate Le Maure, accompagné de 7 autres bâtiments, il prend en chasse une énorme flotte marchande de 112 navires, escortés par 6 vaisseaux de guerre hollandais en pleine mer du Nord. La bataille de Dockerbank commence. Après une nuit d'attente, l'escadre française fond sur l'ennemi. Le combat est terrible. Le Raduis van Haarlem est pris. Les Hollandais sont capturés. Mais notre glorieux capitaine apprend alors que 13 bâtiments anglais se dirigent droit sur lui. Ne pouvant soutenir un autre combat, il brûle les vaisseaux capturés et renvoie les prisonniers sur 2 bâtiments encore en mesure de naviguer. La flotte de Jean trouve refuge au Danemark et échappe aux Anglois. Jean Bart revient à Dunkerque en septembre, victorieux, après avoir berné l'amiral anglais Benbow et l'amiral hollandais Vansel. 2 pour le prix d'un, madame. À 46 ans, Jean est le même torrent qu'à 25. Son ultime fait d'armes est l'escorte du prince de Conti vers le port polonais de Danzig. Alors qu'une nouvelle flotte ennemie de 19 bâtiments est envoyée pour l'intercepter, il force à nouveau le barrage et arrive en rade de Danzig, victorieux encore, le 26 septembre 1697. Inarrêtable. En 1702, alors que la guerre de succession d'Espagne se prépare, une escadre est confiée à Jean Bart au départ de Dunkerque. Jean est sur le départ. Mais la vie de flibuste et d'aventure va en décider autrement. À 51 ans, il meurt épuisé d'une pleurésie, alors qu'il était sur le point de reprendre la mer. Inhumé dans l'église Saint-Éloi de Dunkerque, ses ossements seront retrouvés en 1928. Avant de lui offrir une nouvelle sépulture, les Dunkerquois viennent rendre hommage, pendant 8 jours, à la gloire française des océans. En plus d'une statue et d'une place au sein de sa ville natale, le nom de Jean Bart sera par la suite donné à pas moins de 27 bâtiments de la marine française. Plus qu'un marin, Jean Bart reste une avalanche des mers, un chevalier de l'écume qui fit du panache à la française bien plus qu'une simple expression, mais une façon d'être, une manière d'embrasser la vie, quoi qu'il en coûte. Et les mers se souviennent encore de ce matelot de l'impossible qui nous rappelle qu'impossible n'est pas français. Alors, ciao l'aventurier. L'aventure, c'est l'aventure.